Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Par cette citation, Baden-Powell propose une vision de l'organisation sociale dans laquelle l'individu devrait d'abord accomplir ses obligations avant de pouvoir revendiquer la reconnaissance de ses droits. Cette idée repose sur un principe central, celui du mérite. Nul ne reçoit sans avoir d'abord prouvé, nul n'obtient sans avoir d'abord réalisé. En accomplissant ses devoirs, les citoyens démontrent qu'il est digne de la reconnaissance de ses droits. Mais vous me direz naturellement, très cher, accomplir ses devoirs des citoyens est une action nécessaire au bon fonctionnement de la société. Oui, payer ses impôts, respecter les lois, participer à la solidarité commune, autant d'actions qui font que la société se maintient et existe. Car vivre ensemble, c'est accepter des règles communes. En acceptant d'y appartenir, chacun consent à assumer des responsabilités envers les autres. Mais pourquoi vit-on en société ? En effet, l'homme ne vit pas isolé. Bon, on dit des mots que je suis casanier, mais... L'homme se construit dans un ensemble, dans une société, car elle nous attire, elle nous rassure, elle nous complète. C'est pour cela que nous disons oui. Oui, société. Oui à ta sécurité, à ta solidarité, à ta communauté. Je fais partie de toi. Je me fonds dans ton ordre. Je suis l'un des tiens, un citoyen. Et en tant que tel, je t'écoute. Je t'entends. Je te tends l'oreille. C'est pour ça que les droits, c'est pour ça que les devoirs sont nécessaires. Sans devoir, il n'y a pas de règles, et sans règles, il n'y a pas de devoirs. Dès lors, la citation prend tout son sens. D'abord accomplir ses devoirs, afin qu'ensuite nos droits puissent être assurés. Pourtant, doute, réflexion, appréhension, remise en question. Voilà mon esprit vacillant, m'invitant à repenser cette formule. Les droits sont-ils nécessairement après les devoirs ? Droits et devoirs sont-ils réellement liés ? Sont-ils véritablement indissociables ? Mesdames et messieurs, cher public, nos droits ne se méritent pas. Ils sont naturels. Ils sont hérités. Conditionner nos droits à l'accomplissement préalable de nos devoirs revient à nier leur nature première. Ils ne dépendent pas de ce que je fais. Ils dépendent de ce que je suis. Un homme de droit. Ainsi, si les droits doivent être mérités, il ne serait que des privilèges. Or, les privilèges se gagnent ou se perdent. Les droits, eux, se méritent. Attends. Non, les droits, eux, on les possède par principe. Et l'on peut aussi avancer que nos droits sont hérités. Regardez, nous, jeunesse de notre temps, nous sommes des enfants privilégiés, gâtés, comblés, portés par ce qui nous a été légué, les droits conquis par nos aînés. Et cette vérité, je l'ai apprise très tôt. Je me souviens de ces nuits-là. Je me souviens de ces temps-là. Je me souviens de l'enfant que j'étais, à l'écoute de ma mère, quand elle me racontait des histoires le soir. Je m'évadais dans ses mots et dans les admirations, mettant en scène ces héros de la République qui ont combattu au nom de nos libertés. Ainsi, de leur lutte naquirent nos droits. Ils ne sont pas les fruits des devoirs,
Les réduire à cela, c'est régner une partie de notre héritage, une partie de notre humanité. Mesdames et messieurs, n'oublions pas ceux qui, de par leurs conditions, ne peuvent accomplir leurs devoirs. Oui, une vérité simple nous confronte. Tous les individus ne peuvent accomplir leurs devoirs. Et je ne vous parle pas des malades et des personnes âgées. Et je ne vous parle pas des rescapés et des réfugiés. Et je ne vous parle pas non plus de nos frères et sœurs sous les feux de bombardement, de leurs parents et enfants, de leurs voisins et amis qui n'ont pas décidé leur situation et qui ne peuvent accomplir leurs devoirs. Faut-il leur refuser le droit à la paix, à la tranquillité, au calme? Je ne le pense pas. Les droits sont là, justement, pour préserver l'égalité de tous et la dignité de tous. Oui, mesdames et messieurs, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nos droits ne sont pas mérités, on les possède par principe. Ils ne viennent pas après les devoirs, ils sont premiers. Nos droits existent. Merci pour votre écoute. Alors, nous accueillons maintenant Paul-Henri Dubois. Messieurs, mesdames, chers jurys, nous vivons dans des sociétés où chacun réclame légitimement ses droits. Le droit d'être entendu, le droit d'être respecté, le droit d'être protégé. Mais on oublie souvent que ces droits ne flottent pas dans l'air, comme un privilège tombé du ciel. Ils reposent sur un socle, parfois invisible, mais essentiel. Ce socle, ce sont nos devoirs. Comme l'exprime Montesquieu, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Le droit, d'un point de vue philosophique, est tout ce que l'humain, au sens propre, peut exiger au nom de sa dignité. C'est ce qui garantit sa liberté, son autonomie, sa protection contre l'arbitraire. Les droits sont ce qui permet de dire « je compte, j'existe, et la société me reconnaît ». Le devoir, lui, est ce que l'être humain accepte d'accomplir pour rendre possible la vie en commun. Le devoir n'est pas seulement une contrainte, c'est un acte de responsabilité, parfois même un acte moral. C'est ce qui permet de dire « je contribue, j'assume ma place parmi les autres ». Ainsi, la question qui nous est posée aujourd'hui, faites vos devoirs d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite, n'est pas une simple formule disciplinaire. C'est une interrogation profonde sur le fonctionnement même de la société. Les droits ne peuvent-ils vraiment exister qu'après l'accomplissement de ces devoirs? Ou, au contraire, les droits devraient-ils être inconditionnels? Pour éclairer cette problématique, j'aimerais développer 3 arguments forts avec vous. Tout d'abord, les devoirs sont la condition nécessaire de l'ordre social. Une société ne peut fonctionner que si chacun accepte un ensemble de règles et d'obligations communes. Respecter les lois, contribuer à la collectivité, ne pas nuire à autrui, ce sont des règles minimalistes, mais indispensables. Sans elles, le droit ne serait que des mots. Comme l'affirme Jean-Jacques Rousseau, les droits sont les conditions de l'association civile. Prenons exemple simple. Le droit à la sécurité. Ce droit fondamental n'a de valeur que si chacun respecte le devoir de ne pas mettre autrui en danger. De même, le droit à la liberté d'expression ne peut exister que si chacun respecte le devoir de ne pas diffamer, de ne pas inciter à la haine. Sans devoir, il n'y a pas de cadre. Sans cadre, il n'y a pas de droit. Les devoirs sont donc la structure invisible qui soutient la reconnaissance de nos droits. Ensuite, l'accomplissement de ces devoirs est une preuve de responsabilité qui rend légitime la revendication des droits. Dans la vie collective, la confiance est essentielle. Un individu qui remplit ses obligations, qu'il s'agit d'étudier sérieusement, de travailler honnêtement, de respecter les règles, se présente comme un citoyen responsable. Et c'est cette responsabilité qui lui permet ensuite de revendiquer ses droits avec légitimité. À l'école, un élève qui respecte ses devoirs, apprendre, participer, respecter ses camarades, est mieux armé pour revendiquer ensuite plus de liberté ou d'autonomie.
Dans le monde du travail, dans le monde professionnel, celui qui fait preuve de sérieux peut demander des améliorations et des conditions de travail meilleures. Et dans la société, un citoyen engagé peut plus justement exiger une justice ou le transport de l'équité. Ainsi, le devoir n'est pas seulement une contrainte extérieure. C'est un langage par lequel on dit à la société « je suis prêt à participer, donc je suis en droit de demander ». Pour finir, un droit n'est pas seulement une idée abstraite. C'est une réalité matérielle, et cette réalité dépend du fait que chacun accomplisse ses devoirs. Prenons l'exemple des impôts. Ils peuvent sembler être une obligation, voire une gêne, mais sans cette contribution collective, aucun droit social ne serait reconnu. Pas de droit à l'éducation, pas le droit à la santé, pas de solidarité nationale. De la même manière, le devoir de respecter l'environnement pour assurer le droit des générations futures à un monde habitable, le devoir de voter ou au moins de s'informer, permet de garantir le droit de vivre dans une démocratie. Le devoir de se former permet d'exercer plus pleinement ses droits professionnels, où on le voit bien, les droits ne sont pas une récompense, mais ils nécessitent des efforts humains, des engagements et des contributions collectives. Les devoirs sont l'énergie qui fait fonctionner la machine des droits. Ensuite, pour finir et pour conclure, alors faut-il faire ses devoirs d'abord pour voir ses droits reconnus ensuite? Dans un sens, oui. Les devoirs construisent l'ordre social. Ils donnent de la légitimité aux revendications et ils rendent matériellement possibles les droits. Mais il faut ajouter une nuance essentielle. Les droits fondamentaux, la vie, la dignité, la liberté, ne peuvent jamais être conditionnés. Ils appartiennent à chaque être humain, même celui qui n'a pas encore accompli ses devoirs, comme un enfant ou une personne en difficulté. Ainsi, la véritable sagesse n'est pas de placer le droit après le devoir, ni le devoir au-dessus du droit, c'est de comprendre que les deux avancent ensemble, comme les deux jambes d'un même corps. L'un protège l'individu, l'autre protège la collectivité. Et une société juste est celle qui parvient à faire vivre ce fragile équilibre. Merci. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Cette phrase sonne comme une menace, comme une condition à l'existence. Mais avant de parler de devoir, encore faut-il savoir devoir pour qui, devoir pourquoi. On nous répète qu'il faut mériter nos droits comme si être humain ne suffisait pas. Comme si la liberté avait un prix, comme si l'égalité se gagnait, comme si la dignité se négociait. Mais pourquoi faudrait-il d'abord servir pour être considéré? Pourquoi faudrait-il obéir pour exister? Moi, je crois qu'on ne devrait jamais avoir à prouver qu'on mérite des droits. Mais puisqu'on me demande de faire mon devoir d'abord, alors très bien. Mon devoir, c'est de parler. Mon devoir, c'est de dénoncer. Mon devoir, c'est de rappeler que les droits ne s'achètent pas, ils se garantissent. Alors oui, je comprends l'idée. Faire sa part, construire, contribuer. C'est important, c'est même essentiel à un monde juste et équilibré. Mais cela ne devrait pas être récompensé par des droits. Car les droits ne sont pas une récompense. Les droits sont des fondations, des piliers qui nous maintiennent, qui nous protègent même lorsque nous faisons des erreurs. Mon devoir aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'obéir, de cocher des cases. Mon devoir, c'est de rappeler que nos droits n'arrivent pas ensuite. Ils arrivent maintenant. Les droits ont d'ailleurs rarement été attribués à des personnes en récompense de bons comportements. Bien au contraire, ils ont été arrachés par la désobéissance. Prenons comme exemple Rosa Parks. Elle a désobéi à son devoir envers la société en s'asseyant à une place réservée aux personnes blanches. Le résultat de son acte, ne pas remplir son devoir, l'a amenée à être l'une des figures les plus importantes de la lutte contre le racisme. Si elle avait fait son devoir, elle serait restée assise dans l'injustice. À l'inverse, Alan Turing a rempli son devoir envers sa nation. Il a joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma, une machine utilisée par les armées nazies durant la Seconde Guerre mondiale. Selon les analyses, il aurait raccourci la guerre de plus de 2 ans, sauvant ainsi plus de 14 millions de vies. Il est un véritable héros. Pourtant, il a été poursuivi en justice en 1952 parce qu'il était homosexuel. Il a été contraint, pour éviter la prison, d'être castré chimiquement.
Même s'il a accompli tous ses devoirs, ses droits lui ont été refusés. On demande toujours aux opprimés de faire leurs devoirs, jamais aux oppresseurs de faire le leur. Cette citation suppose que nos droits sont des récompenses. L'histoire montre qu'ils sont une conquête. Ceux qui ont attendu d'être reconnus pour agir n'ont jamais rien obtenu. Je pense qu'il existe un exemple bien plus parlant pour nous, citoyens français. Si je vous parle du premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà en train de le citer dans votre tête. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux, en droit. On apprend cette phrase dès l'école primaire. On nous la répète toute notre scolarité, pour que, justement, chaque citoyen français puisse se rappeler que l'on est avec nos droits et que nous sommes tous égaux, peu importe si l'on remplit notre devoir ou non. Plus que cela, la Déclaration universelle des droits de l'homme reprend le même premier article, ce qui prouve que tous les êtres humains sont supposés naître et demeurer égaux en droit sans se soucier de leurs devoirs. Pour les jeunes qui m'écoutent et qui pensent ne pas être concernés par ce sujet car c'est trop politique, car donner son avis reviendrait à sortir de sa petite case, de son simple devoir d'étudiant, sachez que ce sujet vous concerne, nous concerne, plus que quiconque, car nous sommes justement ceux qui façonneront bientôt notre société, et donc nos devoirs et plus important encore, nos droits. Comment pouvez-vous ne pas vous sentir concerné quand encore aujourd'hui, des êtres humains sont punis pour avoir commis le seul crime d'avoir voulu vivre ? Aux États-Unis, la police du président Donald Trump, l'ICE, sépare des familles, des parents de leurs enfants, fait l'usage de la violence contre des innocents et même de jeunes enfants, vient même jusqu'à tuer, pour le simple prétexte que ces gens sont là illégalement. Mais ces mêmes criminels ont travaillé pendant des années pour ce pays et ont par conséquent aidé à le faire fonctionner. S'ils sont venus jusqu'aux États-Unis, c'était pour se promettre une vie meilleure, à eux, mais aussi à leur famille. Ces gens ont rempli leurs devoirs envers les États-Unis, envers leur famille et envers eux-mêmes. Et pourtant, ils ne se sont vus accorder aucun droit. Comme quoi, remplir son devoir n'est pas le seul facteur décisif de nos droits. Mais en réalité, je pense que se battre pour ses droits est un devoir. Un devoir en tant qu'être humain. Alors oui, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite, mais pas votre devoir envers la société, envers votre famille ou vos amis. Ils sont importants, mais ne vous apporteront aucun droit. Faites votre devoir en tant qu'être humain, car ce devoir est de se battre. Se battre pour vos droits, pour votre dignité, pour l'égalité de chaque individu. Alors oui, faites votre devoir d'abord. Battez-vous pour vos droits, même si vous pensez ne pas en avoir besoin, même si vous pensez que, comme c'est mieux qu'avant, c'est suffisant. Le combat n'est pas fini. Il vient de commencer. Merci de votre écoute. Mesdames, Messieurs les jurés, si vous me le permettez, j'aimerais commencer par vous poser une question. Quel est votre devoir aujourd'hui ? Écouter mon discours ainsi que celui des autres candidats et les noter, puis avoir le droit de pouvoir dire « j'ai écouté son discours et j'ai pu l'affirmer, son discours était médiocre » ou au contraire « elle a été remarquable ». Votre devoir vous donne le pouvoir de juger, d'apprécier, d'évaluer. Et vous, cher public, quel est votre devoir au juste ? Vous laissez captiver par mes mots, m'écouter ? Mais moi, quel est mon devoir ? Vous convaincre que mon discours mérite votre attention et peut-être même vous garder éveillé jusqu'à la fin. Mais alors, cette année en philosophie, on nous a appris une idée presque évidente. Les devoirs vont avec les droits, que l'un ne va pas sans l'autre. Mais alors, que penser de cette citation de Robert Baden-Powell ? Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Cette phrase peut être entendue de plusieurs manières. Elle peut ressembler à un conseil plein de sagesse, à une règle pleine de bon sens, ou au contraire, à une injonction presque autoritaire. Mais derrière ces mots se cache une question essentielle, profondément politique et morale. S'agit-il d'une promesse ou d'un chantage ? Devons-nous mériter nos droits en accomplissant d'abord notre devoir ? Avant d'y répondre, permettez-moi de définir le devoir.
Selon le dictionnaire Larousse, le devoir est une obligation morale considérée sous sa forme la plus générale. Mais peut-on réellement parler de devoir et de morale lorsque l'on agit uniquement par contrainte, par sanction ou par peur de la pression sociale? Aujourd'hui, la notion de devoir peut se comprendre de deux manières. Le devoir envers les autres et le devoir envers soi-même. Dans une vision améliorative, presque idéale, le devoir devient un engagement volontaire. Il n'est pas une chaîne, mais un choix. Faire son devoir, ce n'est pas se soumettre consciemment, se soumettre aveuglément, c'est participer consciemment. C'est accepter de prendre part à une communauté, d'en respecter les règles, afin d'en préserver l'équilibre entre justice et responsabilité. Prenons l'exemple du vote. On nous répète souvent que voter est un devoir civique, que pour être légitime, il faut voter, que pour être entendu, il faut voter, que pour pouvoir proposer, il faut voter. Notre devoir est d'abord de voter. Ici, le devoir n'est pas une punition, mais une condition de participation à la vie démocratique et un acte de socialisation. Il permet d'accéder à une voix, à une reconnaissance, à un pouvoir collectif. Dans ce cas précis, le devoir peut renforcer les droits. Mais cette vision améliorative se heurte rapidement à une réalité bien plus sombre, car le devoir peut aussi devenir péjoratif. Il peut être utilisé comme un outil de pression, voire comme un moyen d'exclusion. Dans notre société, combien de personnes accomplissent chaque jour leurs devoirs? Travailler, payer leurs impôts, respecter les lois, contribuer à l'économie, sans jamais voir leurs droits pleinement reconnus. Combien remplissent toutes les obligations que l'on exige d'eux sans jamais obtenir la contrepartie promise? Le devoir devient alors une exigence à sens unique. Lorsque le devoir est exigé sans que les droits ne soient garantis, il perd toute dimension morale. Il devient une obligation vide de sens. Car la morale ne naît pas de la contrainte seule, mais de l'équilibre entre ce que l'on doit et ce qui nous est dû. Un devoir accompli sans reconnaissance des droits n'est plus un devoir, c'est une soumission. Et une société qui exige sans jamais rendre finit par briser le contrat social. Ainsi, cela nous emmène à la question de la responsabilité morale. Prenons un exemple concret qui nous parlera à tous. Enfin, pas à tous, mais aux parents notamment. Quel est votre devoir? Élever votre enfant, le protéger, lui transmettre des valeurs et une éducation? Mais une question se pose. Quels droits naissent de ce devoir? Dans beaucoup de situations, un devoir peut donner naissance à un droit. Pourtant, la parentalité nous rappelle qu'il existe des devoirs qui ne créent aucun. Encore heureux. Car si élever un enfant, lui donner des droits sur lui, alors tout pourrait être justifié. La violence au nom de l'éducation, la contrainte au nom du sacrifice, la pression au nom de l'amour. Or, un enfant n'est pas une propriété, au cas où. Le devoir parental ne donne pas de privilèges, seulement la fierté d'avoir créé un être humain intègre. Mais à l'inverse, on peut dénoncer aussi une autre dérive, avoir des droits sans faire ses devoirs. Cette idée choque, elle dérange car elle semble remettre en cause l'équilibre entre responsabilité et liberté. Il est essentiel de rappeler que tous les droits, comme à la vie, à la dignité, à la liberté d'expression, à l'égalité devant la loi, ou encore l'intégrité physique, n'ont pas à être mérités. On ne devrait jamais avoir à bien se comporter pour avoir le droit d'exister. Bien sûr, cela ne signifie pas que les devoirs n'ont aucune importance. Les devoirs sociaux ou encore civiques sont nécessaires au vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, le devoir peut être une force qui élève lorsqu'il est choisi, compris et partagé, mais il devient un poids qui écrase lorsqu'il est imposé comme condition même des droits. Alors peut-être que la véritable question n'est pas « avons-nous fait notre devoir ?», mais plutôt « peut-on encore parler de droits lorsqu'ils doivent être mérités ?» Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. Merci. Nous accueillons maintenant Sophia El-Gerzi. Mesdames, Messieurs les membres du jury, faites vos devoirs d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Cette phrase peut sembler sévère, presque autoritaire, elle peut même déranger. Car dans un monde où chacun revendique sa liberté, ses droits, sa place,
Entendre que ces droits devraient être conditionnés peut paraître injuste. Et pourtant, si nous prenons le temps d'y réfléchir, cette idée contient une vérité essentielle. Une vérité qui fonde toute société juste et durable. Un droit, c'est ce que la société nous reconnaît. Un devoir, c'est ce qu'elle attend de nous. Nous vivons à une époque où les droits sont partout. Droit à la liberté, droit à l'éducation, droit au respect. Et ces droits sont précieux. Ils sont le fruit de luttes, de sacrifices d'hommes et de femmes qui se sont battus pour que chacun puisse vivre dignement. Mais à force de revendiquer nos droits, ne risquons-nous pas d'oublier ce qui les rend possibles? Imaginez un monde où chacun exige ses droits sans jamais assumer ses devoirs. Un monde où l'on réclame le respect mais où l'on ne respecte personne. Où l'on demande la liberté mais sans accepter les règles qui la rendent possible. Où l'on exige la justice sans jamais agir avec équité. Ce monde serait chaotique, ce monde serait invivable. Car les droits ne flottent pas dans le vide, ils reposent sur un équilibre fragile. Celui entre ce que je peux exiger et ce que je dois apporter. Prenons un exemple simple, à l'école. Nous avons tous le droit de recevoir une éducation. Mais ce droit existe-t-il vraiment si nous refusons de faire nos devoirs? Si nous ne faisons aucun effort? Si nous respectons ni les enseignants, ni les règles, pouvons-nous réellement parler de ce droit? De la même manière, dans la société, nous avons le droit d'être protégés. Mais cette protection ne peut exister que si chacun respecte les lois. Si certains s'en affranchissent, alors les droits des autres s'effondrent. Ainsi, les devoirs ne sont pas une contrainte injuste. Elles sont la condition même de nos droits. Mais attention, cette phrase « faites vos devoirs d'abord, vos droits vous reviendront ensuite » ne doit pas être détournée. Elle ne doit pas devenir un outil pour priver injustement certains de leurs droits fondamentaux. Les droits humains ne sont pas une récompense. Ils sont universels. Ils appartiennent à chacun sans condition. Alors, ce que cette phrase nous enseigne, ce n'est pas que nous devons mériter de vivre dignement, non. Ce qu'elle nous rappelle, c'est que pour vivre de nos droits pleinement, pour qu'ils soient respectés dans la réalité, chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est une question d'équilibre. Un citoyen qui vote exerce un droit, mais il accomplit aussi un devoir. Un individu qui respecte les autres protège ses droits. Un élève qui travaille construit son avenir. Les devoirs ne diminuent pas la liberté, ils lui donnent un sens. Alors, peut-être faut-il reformuler cette phrase, peut-être faut-il la comprendre autrement. Faites vos devoirs et vos droits auront un sens. Car sans devoir, les droits deviennent des mots. Sans engagement, les libertés deviennent fragiles. Nous ne sommes pas seulement des individus qui réclament, nous sommes des citoyens qui construisent, et cela demande des efforts. L'effort de penser aux autres, même si cela nous contraint. Il faut comprendre que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est pas une imitation, c'est une harmonie. Mesdames, messieurs, nous avons hérité de droits précieux, mais ces droits ne sont pas acquis pour toujours. Ils vivent, ils évoluent, et surtout, ils dépendent de nous. Chaque fois que nous accomplissons notre devoir, nous renforçons ces droits. Chaque fois que nous agissons avec responsabilité, nous les protégeons. Chaque fois que nous faisons un effort, nous les faisons grandir. Alors, comme l'exprimait M. Rousseau, il n'y a qu'une science à enseigner aux enfants. C'est celle des devoirs de l'homme. Alors oui, faisons nos devoirs, pas par obligation aveugle, mais par conscience. Non pas par contrainte, mais par conviction. Car au fond, ce n'est pas une question d'ordre ou de hiérarchie. C'est une question de cohérence. On ne peut pas voir les fruits sans cultiver l'arbre. On ne peut pas exiger le respect sans le donner. On ne peut pas réclamer des droits sans accepter les devoirs qui les accompagnent. Et si chacun d'entre nous comprend cela, alors cette phrase ne sera plus une contrainte, elle deviendra une évidence. Je vous remercie. Nous accueillons maintenant Chérine Bouscourt. Mesdames, Messieurs, les membres du jury,
Monsieur Poel nous a dit « Faites votre devoir. D'abord, vos droits vous seront reconnus. Ensuite, pourquoi doit-on conditionner l'accès à un droit à l'exécution de devoirs, alors que le droit suppose l'exécution de devoirs? Devons-nous penser que l'exécution de nos devoirs nous octroie un droit? Ainsi, en remplissant nos devoirs, un droit nous serait accordé. Or, n'est-ce pas le droit qui nous impose d'accomplir un devoir? Ainsi, le droit de vote implique que chaque citoyen exerce son devoir d'aller voter, et non l'inverse. Car si je n'ai pas ce droit de vote, eh bien, je ne peux pas exercer mon devoir de citoyen. Car oui, accorder des droits à ceux qui sont les plus méritants formerait une société injuste, inéquitable, et la solidarité disparaîtrait. D'ailleurs, nos droits ne sont pas une récompense. Ils ne dépendent ni de notre devoir, ni de notre mérite. Ils existent justement pour protéger chacun d'entre nous, sans exception. D'ailleurs, l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tous les citoyens étant égaux à ses yeux. Or, M. Poel semble conditionner l'accès à un droit à l'exécution de devoirs, voire à l'arbitraire d'un homme. Mais qui serait donc habilité à déterminer si oui ou non j'ai le droit d'avoir accès à mes droits? Et si cette personne habilitée était tyrannique, cynique, voire même déshumanisante, pouvons-nous soumettre l'obtention de notre droit à l'arbitraire d'un homme? Nul n'est légitime d'exercer ce rôle. La seule légitimité provient de la loi et non de l'homme. Est-ce qu'il existerait une formation pour apprendre à être juste, impartial? Parce que décider des droits de quelqu'un, ce n'est pas une simple décision. C'est décider de sa vie. En effet, si on réfléchit avec la même logique que M. Poel, comment pourrions-nous expliquer que les femmes afghanes qui ont rempli leurs devoirs depuis des décennies ont perdu leur droit de vote en 2021, ont perdu leur devoir de travailler en 2021, leur devoir d'accès à l'éducation en 2021? Et surtout, selon quels critères on pourrait accorder des droits à chacun? Est-ce qu'on jugerait le travail, le comportement, les erreurs? Ce n'est pas un choix banal, c'est décider d'une vie. Cela créera un sentiment d'insécurité totale, un privilège. Si l'on devait décider de qui méritait des droits et qui ne les mérite pas, alors cela mènerait à des injustices, parfois même au pire. Alors, la liberté ne serait plus un droit, mais un privilège accordé à certains. La vérité est simple. Personne n'est qualifié pour décider du mérite des droits d'autrui. Ils nous appartiennent. Ils existent justement pour protéger ceux qui en ont le plus besoin. Les droits sont faits pour tous. D'ailleurs, ce sont les droits accordés qui imposent l'exécution de devoirs, comme le souligne M. Nicolas Massias en 1823. Il n'est pas de droit qui n'impose un devoir. Ainsi, tout droit accordé impose un devoir, et non l'inverse. J'ai dit, et je vous remercie. Nous accueillons maintenant Angèle Mangui. Bon, termine tes petits pois et tu pourras aller t'amuser. Dès le plus jeune âge, on nous inculque l'idée qu'un effort est suivi d'une récompense quelle qu'elle soit.
Quand vous, madame, monsieur, vous ouvrez une porte à quelqu'un, inconsciemment, vous attendez un merci en retour. Baden-Powell affirmait « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite ». C'est le débat qui nous anime aujourd'hui. D'abord, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un droit? La définition du Robert est pourtant simple. C'est ce que chacun peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale ou une règle sociale. Mais qu'est-ce qu'un devoir? Un devoir est une obligation définie par un système moral que l'on accepte par les convenances ou par les circonstances. D'après ces deux définitions, il semble donc qu'il n'y ait aucune corrélation entre le terme de droit et celui de devoir. Mais quelle est votre première impression? Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Vous trouvez ça cohérent? Pourtant, en pure logique, c'est faux. En effet, par cette phrase, on entend que faire son devoir implique avoir un droit. On peut aussi la formuler ainsi. Si je n'ai pas de droit, alors je n'ai pas de devoir. C'est ce qu'on appelle la contraposée. Or, un contre-exemple suffit à montrer que cette phrase est fausse. Prenons le cas d'une femme afghane, comme précédemment. Elle n'a quasiment aucun droit, et pourtant n'a que des obligations, donc que des devoirs. Donc non, devoir n'implique pas droit. Cela dit, rester dans le cadre purement logique serait vain, car ce qu'interroge cette phrase de Baden-Powell, c'est de comprendre qui, du droit ou du devoir, prend le pas sur l'autre et dans quel ordre. Dans un premier temps, on pourrait penser que le droit est fondateur, qu'il prévaut sur le devoir. En effet, le droit est la base de notre Constitution. Les hommes naissent libres et égaux en droit. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens exigent et revendiquent de plus en plus leurs droits. Chacun réclame sa liberté, sa reconnaissance, sa protection, bien avant d'évoquer leurs devoirs ou encore leurs responsabilités. Mais imaginons une société n'offrant que des droits, sans devoirs. Tout ne serait que revendication et abus. Pour éviter ces excès, ces dérives, le comportement des individus doit donc être régulé. Le droit n'est pas une permission illimitée, c'est un équilibre garanti par le devoir. Déjà, Jean-Jacques Rousseau disait « Les droits et les devoirs sont donc corrélatifs ». Le droit n'est donc pas seulement un avantage automatique, il s'inscrit dans un ordre social. C'est une contrepartie de l'engagement civique et moral. C'est donc une contrepartie des devoirs. Le droit ne prévaut pas sur le devoir. Dans un deuxième temps, il paraît donc naturel d'affirmer que le devoir ne s'oppose pas au droit. Il en est la condition. Simone Veil l'affirmait ainsi, les devoirs sont antérieurs au droit. Le devoir participe au fonctionnement de la société dans le cadre de sa légalité. Passer son permis de conduire est nécessaire pour avoir ensuite le droit d'accéder au droit de conduire librement sur la route. De même, dans le cas d'un prisonnier, en s'investissant et en respectant les règles, il a des devoirs, mais en contrepartie, il aura une remise de peine, il aura donc des droits. Faire son devoir d'abord, ce n'est pas nier les droits, c'est les rendre légitimes. J'ai le droit à la liberté d'expression, mais la loi, ou tout simplement mon sens moral, m'interdisent de tout dire à n'importe qui ou n'importe quand. Faire son devoir, ce n'est pas renoncer à ses droits, c'est leur permettre d'exister, c'est une exigence de comportement. De nos jours, il peut paraître facile de penser que le devoir est une contrainte morale dépassée. Or, c'est tout le contraire. Le devoir est ce qui permet la confiance, c'est ce qui permet la solidarité, la contribution collective et la stabilité sociale. Les devoirs font donc presque davantage société que les droits. Enfin, c'est d'ailleurs bien dans la dimension sociale et humaine que résonne Baden-Powell à travers cette phrase. Il se place dans le cadre d'une éthique à transmettre. Plus qu'une déclaration, cette citation se veut être un encouragement. Avoir le sens de l'effort, avoir le sens de l'altruisme et une certaine forme de générosité. Donne avant de recevoir. Ou en tout cas, une certaine forme d'échange de bons procédés. Le principe du woofing, que vous ne connaissez peut-être, illustre parfaitement cette idée. Viens chez moi, tu auras des travaux à faire, tu auras des responsabilités, des tâches, des devoirs. Mais en échange, je te nourrirai, je te logerai, tu auras donc des droits. Finalement, droits et devoirs, que l'on pouvait croire décorrélés, ne le sont pas. Le droit, pourtant tant mis en avant,
ne serait pas si légitime sans l'existence du devoir. C'est davantage le devoir qui fait sens à notre vie collective, à notre humanité. Avoir le sens de l'autre est plus fort et plus important qu'avoir le sens de soi-même. En ce sens, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite, est une nécessité pour bien vivre ensemble. Merci à tous. Les élites nous méprisent. Et quand les dossiers sont révélés, ils hurlent à la méprise. Des humains ignobles, il y en a plein. Rien ne sert de prononcer les noms, nous ne sommes pour eux que de simples pions. Les enfants, ils ont détruit leur innocence. Ce discours, ce n'est pas pour la victoire, mais pour la conscience. Nous, petits pions de l'échiquier, eux, les lois, ils les passent par leur chéquier. Ils nous disent d'obéir car c'est notre devoir, que si notre liberté nous voulons entrevoir, nous devons nous taire et faire. Robert Baden-Powell nous exhorte de remplir nos devoirs pour obtenir nos droits. Mais qui n'a jamais rêvé de se soustraire aux lois et devenir son propre roi? Cette question ne date pas d'hier. Platon s'y est consacré au cours d'une autre ère. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gygès, un berger au service du roi de Lydie qui, par tout hasard, va découvrir une bague d'invisibilité. Fort de cette nouvelle capacité, on s'interroge sur la fonction qu'il lui en a donnée. Désormais en toute impunité et bien plus enhardi, il assassine son roi et devient un tyran sans loi ni foi. Alors oui, je l'admets, triste portrait de l'humanité. Quand les contraintes externes s'éliminent, les véritables motivations se dessinent. Nous comprenons par là que des limites sont essentielles pour le bien de nos sociétés, car une impunité totale se fera inéluctablement aux dépens des plus faibles. En utilisant la condition du devoir pour obtenir des libertés, cela nous incite à les respecter. Rousseau lui-même affirmait que la vraie liberté est d'obéir aux lois lorsqu'on a conscience qu'elles nous protègent. Alors, point de sacrilège, il ne s'agit ici que d'un privilège. Alors j'ose me demander, pourquoi quand j'allume la télé, les maisons brûlent, les histoires décimées s'accumulent? Pourquoi la nature dépérit et pourquoi le silence crie? Et cet enfant, ils sont passés où, ses parents? Pourtant, ils les respectent, tous ces édits et commandements. Les lois, toutes ces vies s'y plient, alors pourquoi le monde les humilie? Face aux nations qui, contre leur peuple, chargent les munitions, pensez qu'on peut affamer des gens, autoriser le travail des enfants, payer une misère, interdire l'éducation aux écolières, réprimer les journalistes et les minorités qui existent. Alors c'est ça la justice? On obéit aux lois même quand nos droits promis sont cons? Promis? C'est toujours la même rengaine. Quand la vérité gêne, on la tait et on la malmène. Alors je refuse, oui, je refuse d'y croire. Et puis, qu'est-ce qu'ils en disent nos manuels d'histoire? Je vous propose un bond dans le temps pour répondre à ce questionnement. Est-ce que respecter les lois a toujours permis d'obtenir ses droits? Voyage au siècle des extrêmes, où les suffragettes se battent contre le système. Obéissez pour obtenir vos droits, ils nous martèlent. Pourtant, les femmes n'ont pas davantage de droits qu'un criminel. Des actions, pas des mots, claironne-t-elle. Battues et réprimées pour voler de leurs propres ailes? Alors oui, elles ont désobéi à la loi pour pouvoir donner voix. Piétiner cette loi est aujourd'hui devenue un exploit. Alors excusez-moi de m'étonner quand 70 ans plus tôt, la ségrégation était accréditée. Sur votre berceau, il se penchait, une couleur et votre avenir se dessinait. Un mauvais conte, ici, pas de bonne fée. Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Claudette Colvin osaient dire à ces militants qu'aux lois, il faut toujours s'y ployer. Osaient dire à ces battants que face aux inégalités, il faut toujours céder. Si sur un papier signé, il y est ordonné. Pour conclure, je voudrais bien vous le concéder. Comme Kant l'affirmait, le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Si c'est pour aider son prochain, se protéger des gredins, alors oui, je soutiens.
Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Mais rappelons-le, respecter la loi n'a jamais suffi pour obtenir nos droits. Car quand, dans la savane qui est notre société, on aperçoit les carnassiers opportunistes qui ne voient dans les édits que prétextes et intérêts égoïstes, la parole de Spinoza prend toute sa dimension. Le chat n'est pas tenu de vivre selon les lois du lion. Avec ces politiques qui nous jurent que toutes ces injustices sont anachroniques, que rien ne sert de regarder devant son parvis, tant que nous sommes repus et en vie. Pourtant, nous savons que les grandes douleurs sont muettes et que le silence finit par apaiser les cris. En vérité, je voudrais les hurler, ces injustices et ces a priori. Car si activiste, vous ne l'êtes que quand votre banquier devient alarmiste, laissez-moi vous dire que vous représentez à merveille cette société individualiste. Merci. Alors, maintenant, nous accueillons Noémie Verito. Mesdames et messieurs, membres du jury, ce n'est pas un jeu que je tiens entre mes paumes, non, j'en fais le serment. Mais c'est un ouvrage. Cet ouvrage garantit nos droits, de même que l'exécution de nos devoirs. Ainsi, Robert Baden-Powell a dit « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite ». Mais ma citoyenneté et mon intégrité ne se résument pas à des devoirs que je dois accomplir, ni même au code que l'on m'enseigne. Non, elles proviennent de quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus beau, l'amour que je porte à ma patrie. Voyez-vous, je suis éternellement fille de Marianne, née sous un drapeau tricolore qui a parcouru des centaines d'époques, a vécu des milliers de combats, a fait surgir une myriade de lois. De ma nationalité résultent des droits, aux droits français et aux droits aimés. Je suis aussi éperdument sœur de Marianne, emplie d'une passion débordante pour les Lumières, ces guides ayant inspiré le monde, ces penseurs ayant créé la grandeur de ma belle France, ces génies qui, parfois, au péril de leur vie, m'ont permis d'être ici. Je pense notamment à Olympe de Gouges qui, seule, devant son pupitre, s'est battue pour que moi, femme, puisse avoir les mêmes droits que le sexe fort. Je reste aussi éperdument compagne de l'État, une république contrastée. Éveilleuse de conscience, elle fut destructrice d'indépendance. Symbole de justice, elle représente l'injustice envers les minorités. Ainsi, l'humanité, la bonté de ce territoire ne serait délivrée que par les mœurs des Français. Alors oui, ma France est paradoxale, parfois imparfaite, mais les droits qu'elle m'accorde me suffisent amplement pour accomplir mes devoirs. Mais me voici, face à vous, et je vous le confie, eh bien je conteste cette citation. Car enfin, comment pourrions-nous exercer nos devoirs lorsque l'on nous refuse d'abord des droits fondamentaux ? Je vous prie, s'il vous plaît, de penser à ces femmes, à l'arrière, qui soutenaient l'industrie pendant que fils et mari étaient au front. Ces femmes, ces érudits, ces mères de famille, ces filles qui ont accompli un devoir honorable, mais qui ont dû crier, se révolter, les mains abîmées pour avoir le droit de voter. Et finalement, qu'en est-il de nos tirailleurs sénégalais ? Qu'en est-il de la mémoire due à ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, mais que l'on a méprisés, parfois oubliés ? Ils ont accompli leur devoir jusqu'au sacrifice. Ils ont réclamé leurs droits et on leur a imposé le silence. Et aujourd'hui, la France se souvient, mais tard, beaucoup trop tard. Cependant, la place de notre devoir, où est-elle ? Je vous le dis, nous l'accomplissons déjà simplement par le fait d'exister les uns pour les autres. Comment te l'expliquer ? La morale naît dans notre rapport à autrui, et ainsi, en agissant par bienveillance, nous effectuons déjà un devoir citoyen. Alors pour moi, dissocier droits et devoirs revient à séparer les deux battements d'un même cœur. Le droit éclaire le devoir. Le devoir protège le droit. Victor Schœlcher, Abraham Lincoln, ils ont accompli un devoir avant même que le droit n'existe. Ils nous prouvent qu'un devoir peut engendrer un droit, comme une étincelle l'engendre un feu. Et sous la France occupée,
si les résistants n'avaient pas effectué ce devoir de dire non, d'exiger justice et liberté, serions-nous encore français aujourd'hui? Et finalement, que dire des Dreyfusards, Clémenceau, Zola, Jaurès? Ils n'avaient aucun droit assuré face à l'armée, face au public, face à l'État, mais ils ont accompli un devoir des plus honorables, dire la vérité alors que tout le monde exigeait le silence. Leur combat, d'abord clandestin, a fini par imposer un droit fondamental, celui de la justice égale pour tous. Preuve que parfois, un devoir moral porté par une poignée de conscience peut renverser l'injustice d'un régime entier. Dès lors, j'exerce mes devoirs car je sais qu'autour de moi existent des droits. Alors non, je n'exercerai pas mes devoirs dans l'espoir de recevoir mes droits. J'exercerai mes droits pour rendre mes devoirs possibles. Car je suis fille de Marianne, sœur de Marianne, compagne de Marianne. Et sœur de tous ceux qui un jour ont versé leur sang pour la liberté. Et tant qu'il existera une seule femme réduite au silence, un seul soldat sans reconnaissance, un seul migrant sans dignité, alors oui, mon devoir sera de parler. Et quand il le faudra, oui, de crier. Jusqu'à ce que les mots gravés sur nos frontons cesseraient une promesse pour redevenir réalité. Liberté, égalité, fraternité. Et si cela dérange, tant mieux, car une France qui ne dérange plus est une France qui s'éteint. Et moi, je veux qu'elle brûle d'idéal, de justice et d'avenir. Merci. Alors, nous arrivons presque au terme. Donc, l'avant-dernière personne, c'est l'oiseau Camille. Aujourd'hui, entre devoirs et droits, entre devoirs, droits et liberté, chaque frontière est faible. Aujourd'hui, la morale et nos valeurs dessinent les limites que l'on lie à ces termes. Si pour certains, devoirs et droits vont de pair, comme pour Robert Baden-Powell qui dit « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite », pour d'autres, cela n'est pas concevable. Les droits ne sont pas censés être une récompense, mais un principe de liberté. Le droit à l'égalité, aussi fondamental qu'il est, pour les personnes racisées fut difficile à acquérir. Alors, je me demande naturellement si la pensée de Robert Baden-Powell était exacte, pourquoi ces humains n'obtenaient-ils aucun droit? En quoi ne remplissaient-ils pas leurs devoirs? Pourquoi nécessairement ce furent eux qui n'obtenaient pas de droits? Pourquoi eux tous? Ne me faites pas croire que cela était lié à leurs devoirs et non à leur couleur de peau, car cela serait mentir. Donc, je réitère ma question. En quoi ne remplissaient-ils pas leurs devoirs? Car au fond, qu'est-ce que le devoir? Sur quoi se base le mérite d'un droit humain? Le travail, les obligations politiques, professionnelles, scolaires ou sociales, le milieu social. Mériter un droit signifie-t-il adhérer à la normalité, se plier aux règles de la société? Et j'aimerais ajouter, comment est-il quantifié? Comment savoir que l'on en a assez fait? Exister n'est-il pas suffisant? Notre devise française évoque la liberté, l'égalité et la fraternité. Comment pourrais-je acquiescer à cette pensée si ce n'est en oubliant mes valeurs les plus fondamentales? Mes valeurs françaises, mais aussi mes valeurs personnelles et humaines. Elles se trouvent gravées sur nos mairies et sont là chaque jour pour nous rappeler nos droits. Et j'en viendrai même à dire nos devoirs. Notre devoir de nous les faire respecter, de nous les faire garantir et d'agir pour ne pas en être privés. J'ai grandi en voulant un monde plus juste, un monde où la paix régnerait, un monde où chacun serait heureux. Mais c'était sans savoir que la vie était bien plus compliquée et que l'équité n'existait pas. En effet, comment se dire équitable lorsque l'on considère les droits comme un prix, comme une indemnité, comme un pourboire, comme une prime? Je pense donc que cette phrase de Robert Baden-Powell n'est qu'un engrenage pour ce manque d'égalité et de bonté. Aujourd'hui, en tant que femme, j'aimerais revenir sur cette citation, car si j'étais d'accord avec elle,
cela reviendrait pour moi à renier mes droits. En effet, si ces femmes avaient fait leur devoir et étaient restées à leur place, je dépendrais aujourd'hui d'un homme et n'aurais aucun de mes droits. Jamais je n'aurais pu prendre la parole, moi ou encore mes chers camarades qui développent aujourd'hui leurs idées. Mesdames les jurées, si ces autres femmes avaient fait leur devoir de femme, vous ne seriez pas là aujourd'hui à m'écouter développer ma pensée, qui est contraire à celle de Robert Baden-Powell. Pour aborder le sujet avec plus de précision et vous montrer ma raison, laissez-moi vous faire voyager dans le temps et l'espace en revenant 51 ans en arrière en Islande. Si, aujourd'hui, ce pays semble le plus proche de l'égalité homme-femme, ce ne fut pas le cas autrefois. En effet, auparavant, les Islandaises étaient bien moins payées que les hommes, voire pas du tout. Elles étaient renvoyées chez elles au foyer lorsque le travail venait à manquer, ainsi elles pouvaient accomplir ces tâches attribuées aux femmes. Et, en plus de ces discriminations de genre, seuls 5% de leurs députés étaient des femmes. Alors, le 24 octobre 1975, 90% des Islandaises ont manqué à leur devoir en faisant grève. Elles n'ont pas cuisiné de la journée, n'ont pas gardé les enfants et ne sont pas allées travailler. À la place, elles se sont mobilisées. Ainsi, en ne faisant pas leur devoir, elles ont montré à leur pays que sans elles, il ne fonctionnait pas. Que sans elles, l'Islande s'arrêtait. Et 5 ans plus tard, le 29 juin 1980, était élue la première femme présidente d'Islande. Donc, si ces femmes avaient fait leur devoir, elles n'auraient pas aujourd'hui les droits qu'elles ont. Aujourd'hui, peut-être seraient-elles encore chez elles, à cuisiner pour leur famille, à s'occuper de leurs enfants, sans être payées si elles avaient la chance de travailler. Alors, selon moi, devoir et droit ne vont pas de pair. Je ne fais pas partie de ces personnes en accord avec cette citation qui dit, je le répète, « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite ». Pour ma part, cette idée est impensable. Comment pourrais-je penser que les droits sont à mériter alors que d'autres n'en ont aucun malgré un travail acharné? Si les droits sont à mériter, pourquoi certains n'en ont toujours pas? Peut-être me diriez-vous que je suis trop sensible, trop rêveuse. Alors, je vous répondrai que je suis peut-être trop humaine, mais que je ne m'en excuserai pas. Comment pourrais-je penser qu'un être vivant existant ne mérite pas ses droits? Je pense qu'au final, le devoir devrait être celui d'exister, car c'est ce que l'on fait chaque jour, peu importe qui nous sommes, peu importe les variables de notre existence. De fait, que je sois pauvre ou bien riche, une femme, un homme ou bien non-binaire, que je sois hétérosexuel ou bien homosexuel, que je sois ci ou cela ne devrait pas impacter mes droits. Mon existence à elle seule devrait être suffisante, car jamais je n'ai demandé à naître, jamais je n'ai choisi mes conditions de vie, et jamais je ne devrais alors en être punie. Par conséquent, si le devoir était celui-ci, celui de vivre, peut-être pourrais-je acquiescer sa pensée. Alors, nous appelons notre dernier candidat, Arthur Sixte Bourgoin. Bonjour à tous. Une nouvelle fois encore, je me retrouve devant vous, sur cette scène, non plus pour vous parler d'honneur comme l'année passée, mais plutôt pour vous parler de droits et de devoirs. Alors, ensemble, revenons quelques années en arrière. Prenons le combat des femmes, ou encore le combat des esclaves. On peut y trouver un certain point commun. En effet, dans ces deux combats, nous retrouvons des acteurs. Nous avons les femmes, nous avons les esclaves, mais nous avons un but, obtenir des droits. Ces droits, ils les ont obtenus grâce à leurs efforts, grâce à leur rigueur, et parce qu'ils ont accompli leur devoir qui était de se battre. Et donc, avec ces exemples, je pense que nous pouvons le lier à une citation que désormais vous connaissez très bien. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, bien sûr c'est une blague. Je parle bien évidemment de « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite ». Cette citation provient de Robert Baden-Powell, qui est un ancien militaire britannique et surtout le fondateur du scoutisme. Avec cette citation, il cherche à nous transmettre sa pensée. Il cherche à éveiller nos esprits pour que l'on comprenne comment lui, il fonctionnait. En analysant sa citation, on comprend qu'elle renferme une réflexion. Si l'on prend le mot « devoir », on l'identifie comme une action nécessaire. En effet,
Nécessaire à quoi? Nécessaire à obtenir nos droits, ou en tout cas à ce qu'ils soient reconnus. Donc, nous avons un certain ordre, nous devons réaliser notre action pour ensuite en obtenir un droit. Mais d'abord, qu'est-ce que sont nos droits? En France, nous possédons le droit à la parole, nous possédons le droit de vote, nous possédons l'égalité, la liberté, et bien plus encore, qui nous sont attribués directement dès notre naissance. Pourtant, nous n'avons pas réalisé d'action au préalable, ce qui montre une forme de contradiction avec notre citation du départ. Si l'on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est normal, ce sont nos droits fondamentaux. Comme les droits que je vous ai cités plus tôt, ce sont des droits fondamentaux. Et pourtant, eh bien, si on dit ça aux esclaves ou aux femmes dont je vous ai parlé plus tôt, ils riront bien. En effet, on y revient. Eux, ils n'ont pas eu le droit à ces droits-là. Eux, ils ont dû se battre pour ces droits. Ce qui montrerait une forme d'injustice, en effet. Nous avons obtenu nos droits sans rien faire, entre guillemets. Alors que eux, ils se sont véritablement battus. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que Robert Baden-Powell cherche à transmettre avec cette citation. Ce n'est pas que nous sommes des personnes qui ont reçu nos droits de façon injuste, c'est surtout que nous, d'une certaine façon, nous n'avons pas encore vraiment reconnu nos droits comparés à eux. Eux se sont battus et ont permis de reconnaître leurs droits. En 1907, Robert Baden-Powell et 20 jeunes hommes vont sur une île. Et sur cette île, Robert Baden-Powell va tester de nouvelles méthodes d'éducation. Dans ces méthodes d'éducation, il va développer chez ces jeunes gens des capacités physiques et intellectuelles. C'est la naissance du scoutisme. Grâce à ce scoutisme, on devient citoyen. On reconnaît nos droits. On accomplit le devoir qui est de pouvoir contribuer à la société. Car nous acquérons des compétences utiles à la vie et au bon développement de notre société. Ce qui fait de nous de bons citoyens, entre guillemets. Mais en soi, nous sommes tous de bons citoyens. En conclusion, avec cette citation et les exemples que j'ai pu vous donner, on voit que Robert Baden-Powell nous considère tous comme des citoyens. Dès notre naissance, nous sommes considérés citoyens. Mais pour nous, sommes-nous vraiment des citoyens? Nous devons reconnaître notre identité de citoyen en faisant preuve de dignité et de mérite. Car c'est ça que met Robert Baden-Powell en avant. C'est cette notion importante, le fait de mérite. En réalisant notre action nécessaire, on montre que nous méritons nos droits et que nous sommes bien reconnaissants de les posséder aussi. Alors même si, comme les esclaves ou comme les femmes, nous n'avons pas forcément eu de longs combats à réaliser, nous sommes quand même leurs descendants. Et aujourd'hui, nous possédons des droits aussi. Et ce qu'il faut, c'est savoir s'en montrer digne et reconnaissant. Et pour ma part, aujourd'hui, je pense avoir eu le droit de monter sur cette scène. Et j'ai accompli mon devoir en faisant cette orale devant vous.